Just I want a one-word answer. Is it a go on their part? If it is, Clint wants a one-word answer, yes or no. Ces hommes vont tenter de sauver une vie. La vie d'un animal qui autrefois terrifiait les hommes, l'orque. On l'appelait la baleine tueuse. Les pêcheurs apportaient des légendes selon lesquelles les orques poursuivaient les bateaux jusqu'au bout du monde pour les couler. Il n'y a pas si longtemps, les orques sauvages étaient encore capturés. Comme d'autres animaux réputés féroces, on les installait dans des bassins fermés pour les exhiber devant le public. Apprivoisées, elles devenaient de véritables attractions. Cette époque est révolue. Désormais, les hommes n'ont plus qu'un désir, aider ces orques à retrouver leur liberté. Voici l'histoire de Springer, la petite orque. Springer est orpheline. Elle est vouée à une mort quasi certaine si elle reste dans les eaux américaines. Pour survivre, elle doit rentrer chez elle, beaucoup plus au nord, au Canada. Mais ce voyage, elle est encore trop jeune, trop fragile pour l'accomplir seule. Avec Springer, c'est un véritable défi que vont relever les scientifiques. Ils vont tenter de couper ce cordon ombilical qui unit l'homme à l'animal. Au cours de cette aventure, leur seul guide sera une autre orque, Keiko. Keiko, l'ex-star de cinéma, dont le rôle est enfin devenu réalité. Pour reconquérir sa liberté, la célèbre orque a dû réapprendre étape par étape la vie sauvage. Voici l'un des animaux les plus imposants au monde. Il est majestueux. Il est d'une grâce à peine croyable pour sa taille. Il paraît invincible. L'orque est le plus grand représentant de la famille des dauphins. Quand les orques s'avancent de front sur leur territoire, dans ces eaux calmes, une vague géante semble se dresser sur la mer. On les rencontre dans tous les océans de la planète, des mers polaires aux mers tropicales. Les orques de l'espèce Orcinus orca ont pour habitude de vivre en groupes familiaux ou en troupeaux. Et pourtant, l'orque devient parfois extrêmement fragile. Un jeune animal solitaire qui a perdu de vue sa famille peut se laisser mourir en quelques jours. Il y a 2 ans, une petite orque est née au large de la côte ouest du Canada. Les scientifiques lui ont attribué un matricule, A73. Mais on l'appelle aujourd'hui Springer, en souvenir du site où elle a vu le jour. John Ford étudie les cétacés depuis des années. Il fut le premier à observer la petite orque dans les eaux canadiennes. Son nom vient d'un endroit au sud de Johnstone qui s'appelle la pointe Springer. J'étais à bord de ce bateau quand on l'a découverte. C'était le 9 juin 2000. Elle était alors avec sa famille et à part elle, il n'y avait qu'un autre bébé. John Ford était alors loin de se douter qu'un jour, Springer serait au cœur d'une des plus remarquables opérations de sauvetage d'un jeune cétacé. Deux ans après sa naissance, Springer fut aperçu dans le port de Vashon, petite ville située sur les bords du détroit de Puget. Springer avait donc quitté son pays natal pour s'installer à Vashon, dans l'État de Washington, non loin de Seattle aux États-Unis. Pour des raisons inconnues, la petite orque, abandonnée par sa famille, a échoué dans ces eaux très fréquentées. Springer cherche tout simplement des compagnons. Elle tente de se constituer une nouvelle famille.
C'est un appel désespéré pour échapper à sa solitude. Come here. Go on, Mir. Come here, baby. Come on. Yeah, roll. Oh, pretty girl. Vashon est une toute petite ville qui ne figure même pas sur les cartes. Springer est formidable. Nous ne voyons jamais d'orques par ici. On les voit seulement en photo ou quand on part observer les baleines. Mais maintenant, notre île a son propre delphinarium. Springer est égarée. Elle n'a plus de repères. À chaque instant, elle risque d'être blessée par une hélice de bateau. Prolonger son séjour dans ce milieu hostile pourrait lui être fatal. Dave Huff est l'un de ceux qui s'est intéressé au problème de Springer. Il est vétérinaire à l'aquarium de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Nous avons quand même quelques informations sur elle. Apparemment, sa mère est morte. À la mi-janvier de cette année, Springer est arrivée dans le détroit de Puget, situé à des centaines de kilomètres du lieu où elle devrait être. Ce n'est pas la première orque solitaire, mais on a constaté que dans presque tous les cas, une orque séparée de sa famille, quelle que soit la durée de la séparation, ne la rejoint jamais. Elle disparaît et il est probable qu'elle se laisse mourir lentement. De son côté, Jeff Foster est un grand spécialiste des mammifères marins. Il a déjà déplacé de nombreux cétacés. Lorsqu'il établit le bilan de santé de Springer, son diagnostic n'est pas très optimiste. Elle mangeait du poisson frais, mais pas assez cependant pour se maintenir en bonne santé. Si personne ne s'en était occupé, franchement, je ne sais pas ce qu'elle serait devenue. Il n'y a plus aucun doute. Springer est vraiment malade. Sa peau a un aspect terrible, un peu comme si elle avait été gravement brûlée. Lorsqu'elle expire, une affreuse odeur monte jusqu'au pont du bateau. C'est peut-être l'indice d'une maladie interne. Ce qui est certain, c'est qu'elle est très fragilisée et qu'elle est en grand danger. Ces 5 derniers mois, elle est venue nager de plus en plus près des ferries, à côté ou même juste en dessous. C'est vraiment très dangereux pour elle. Maintenant, c'est la pleine saison touristique et il y a de plus en plus de bateaux dans le détroit de Puget. C'est maintenant qu'il faut agir, nous n'avons plus le choix. Springer n'a aucune chance de survie ici. Chaque heure passée dans ce port la met davantage en danger. Il faut intervenir rapidement. Dave Huff et Jeff Foster vont alors mettre au point une expédition ambitieuse. Ils n'ont qu'une solution: reconduire la petite orque chez elle au plus vite. Springer est originaire de la côte ouest du Canada. Et même si sa mère est portée disparue, il faut espérer que d'autres membres de sa famille là-bas puissent l'adopter. Ces orques pourraient lui apprendre comment se protéger, comment se nourrir, c'est-à-dire à retrouver une existence autonome. Cette tentative est une première. Jamais une jeune orque orpheline n'a été rapatriée dans ses eaux natales. Le destin de Springer est maintenant entre les mains de ces hommes. C'est un fait sans précédent. La première fois qu'une jeune orque va retrouver sa famille après une séparation aussi longue. L'équipe va s'inspirer de l'expérience acquise auprès de Keiko. Ces aventures récentes aideront sans doute les scientifiques à sauver Springer d'une mort certaine. Les orques sont les mammifères dont l'aire de répartition est la plus vaste. Mais on ne sait quasiment rien des populations de ces cétacés qui vivent au nord de l'océan Atlantique. Alors que leurs cousines qui vivent au large du Pacifique Nord ont fait l'objet de nombreuses études, les orques de l'Atlantique gardent tout leur mystère. Keiko, contrairement à Springer, appartient à cette famille de l'Atlantique encore mal connue. Cette jeune orque mâle est devenue une star en 1993. Elle fut l'héroïne du film Sauver Willy, dans lequel un jeune garçon aidait une orque captive à recouvrer sa liberté. Et Willy, c'était Keiko. Avant, Keiko faisait des numéros dans un petit aquarium de Mexico. Il avait été capturé près de l'Islande dans les années 1970. Il avait alors 2 ans.
Sauver Willy l'a placé au centre de toutes les attentions. Beaucoup de gens espéraient qu'il soit relâché pour que la fiction devienne enfin réalité. J'ai rencontré Keiko pour la première fois à Mexico. C'était juste après la sortie du film. Il ne paraissait pas en forme. Il était dans un bassin trop petit pour lui. Son alimentation ne me semblait pas saine. Le poisson qu'on lui donnait n'était pas frais. Honnêtement, je crois que si on l'avait laissé à Mexico, il ne serait plus vivant aujourd'hui. Finalement, Keiko a pu quitter Mexico pour un aquarium plus grand et mieux équipé dans l'Oregon, aux États-Unis. Là, sa santé s'est améliorée. Mais l'Oregon n'était pas sa destination finale. Il avait repris du poids, une centaine de kilos, et il était en bien meilleure santé. Rapidement, tous ceux qui s'occupaient de lui se sont dit « Il faut que Keiko retrouve son clan et ses eaux natales ». Organiser cette expédition ne fut pas une mince affaire. 2 ans après son arrivée dans ce nouvel aquarium, Keiko, qui pèse alors plusieurs tonnes, est transportée par avion. Destination, l'Islande, le lieu de sa naissance 20 ans auparavant. Keiko, apprivoisée par les hommes, allait se retrouver seule dans le monde des océans, si étrange et périlleux. Keiko est réintroduit dans ces eaux où nagent les siens. Il peut choisir de les rejoindre. Sinon, il sera accueilli dans un enclos spécialement aménagé pour lui, où il sera nourri et surveillé. Or, 3 ans après son arrivée en Islande, Keiko n'a toujours pas fait le grand saut vers la liberté. Il préfère pour l'instant la sécurité de son enclos islandais au danger de l'océan. Cela faisait 20 ans que Keiko était au contact d'êtres humains. Il avait développé des liens avec les hommes. Il leur faisait confiance. D'une certaine façon, nous étions devenus sa famille. Avec Springer, nous savons qu'il ne faut pas être trop en contact avec elle. Elle pourrait tellement s'habituer à nous qu'elle ne nous quitterait plus. Elle nous trouverait plus intéressants que ceux de son espèce. Voilà comment se pose le problème. Personne n'a oublié ce qui s'est passé avec Keiko. La décision est prise. Il faut ramener Springer au Canada. Si cette petite orque orpheline reste ici, elle paiera jamais toutes ses chances de redevenir une orque sauvage. À mesure qu'approche ce grand jour, l'intérêt local pour l'histoire de Springer se transforme en affaire nationale. Une conférence de presse est organisée. Des vétérinaires et des biologistes du Canada et des États-Unis ont uni leurs forces. Pour déplacer sans risque Springer des eaux de l'État de Washington aux États-Unis à celles de Colombie-Britannique au Canada, rien ne doit être laissé au hasard. Depuis plus de 20 ans, personne ici n'a capturé d'orques sauvages. Springer est jeune, inexpérimenté. La moindre défaillance dans le dispositif de capture pourrait provoquer un drame. Aujourd'hui, il est absolument illégal de capturer des orques. Mais il n'y a pas si longtemps, ces eaux étaient encore le théâtre d'une véritable pêche organisée, destinée à fournir les aquariums du monde entier. Pendant des siècles, les chasseurs ne se sont pas intéressés aux orques. Contrairement aux baleines comme Moby Dick, elles ne possèdent pas d'immenses réserves d'huile ni une chair très goûteuse. Mais tout a changé dans les années 1960. Si l'orque n'était pas chassée pour être dépecée et vendue comme la baleine commune, elle a peut-être été victime de l'ère du divertissement. En 1964, des chercheurs de l'aquarium de Vancouver voulaient naturaliser une orque pour l'exposer. Pour cela, il aurait fallu la tuer. Ils partirent vers un point de la côte assez peu fréquenté de la Colombie-Britannique. Quand les orques passèrent près du rivage, l'équipage mit en batterie son canon lance-harpon. L'une des orques fut touchée, mais pas tuée.
L'équipage décida de la ramener à Vancouver. Cette première orque fut donc capturée vivante par erreur. L'orque fut baptisée Moby Doll, en souvenir de la mythique Moby Dick. Moby Doll fut installée dans un bassin aménagé dans le port de Vancouver. C'est elle qui a mis fin à la légende de l'orque surnommée baleine tueuse, qui poursuivait les bateaux de pêcheurs jusqu'à la banquise. Moby Doll était au contraire sincèrement désireuse de plaire aux hommes, même si sans raison, ils se tenaient encore un peu sur leur garde. À cette époque, John Ford était un jeune garçon vivant en Colombie-Britannique. Il est presque impossible d'imaginer comment c'était en 1964 quand mon père m'a emmené voir Moby Doll, la toute première orque captive. Elle était dans une cale sèche au nord de Vancouver. C'est complètement différent aujourd'hui, notre regard sur les orques a changé du tout au tout. Moby Doll attira des foules de curieux pendant 86 jours. Malheureusement, elle contracta une infection dans son bassin et vint à mourir. Mais ces 3 mois marquèrent le début d'une histoire d'amour entre les hommes et les orques. Il y eut 138 orques capturés dans les 25 années qui ont suivi. Toutes ont rejoint des aquariums. 40% d'entre elles étaient originaires de la côte ouest de l'Amérique du Nord. Les autres provenaient d'Islande et de Norvège. C'est grâce à la pression de l'opinion publique internationale que ces captures ont pris fin. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis 20 ans qu'une orque va être capturée dans les eaux de l'Amérique du Nord. L'administration américaine a délivré une autorisation spéciale pour que l'équipe puisse s'emparer de Springer. Cette fois, l'animal capturé ne sera pas dirigé vers un aquarium. Il sera, au contraire, rendu à l'immensité de l'océan. À l'écart de l'effervescence du port de Vashon, l'équipe termine l'élaboration du plan de sauvetage de Springer. La petite orpheline sera d'abord conduite dans cet enclos. C'est le seul moyen de savoir si son état physique lui permettra de survivre au voyage pour retrouver sa famille au Canada. Au large, le reste de l'équipe commence à décrire des cercles pour tenter de retrouver Springer. Elle a été aperçue près du port de l'île de Vashon. Elle revient quasiment tous les jours au même endroit. L'équipe de secours l'a localisée ces derniers temps dans cette zone. Jeff Foster dirige l'équipe qui va localiser Springer en mer. Il est à peu près certain de la trouver rapidement. C'est une journée magnifique. On ne pouvait pas espérer mieux car d'habitude au mois de juin, le temps est instable par ici. Il faut en profiter, il faut que ce soit aujourd'hui. La mer est parfaite, sans vagues. Quand Springer sera localisée, et à condition qu'elle veuille bien se laisser faire, elle sera hissée sur une grande barge de transport. L'embarcation a été spécialement équipée pour l'occasion. Dans l'eau, on glissera une civière sous le ventre de la petite orque et une grue la déposera sur un carré de mousse posé sur le pont. Enfin, la barge la conduira vers son enclos. La mousse évitera qu'elle ne se blesse si le vent se lève et que la barge se mette à tanguer. De la glace permettra de maintenir sa température pour qu'elle n'augmente pas trop au soleil. Une fois qu'elle sera à bord, l'opération se déroulera en 30 ou 45 minutes. Les préparatifs sont presque terminés. Il ne reste plus qu'à scruter l'horizon pour tenter d'apercevoir Springer. On vient d'apercevoir un peu d'écume. C'est encore assez loin. Ce qui me rassure, c'est de savoir qu'elle se trouve dans cette zone. Nous allons pouvoir commencer le sauvetage. Ah là, regardez, c'est elle. Elle a sauté juste devant les 2 autres bateaux. Alors que Springer est localisé à Black Island, l'équipe est sur le qui-vive. Jeff Foster répète une dernière fois les consignes à appliquer pendant l'opération. Quand je serai dans l'eau, ce sera Brad qui donnera les ordres depuis ce bateau. Écoutez attentivement ce qu'il vous dira. Il faut essayer de tout mener rapidement et sans s'affoler. Il faut surtout éviter que, prise de panique, Springer ne prenne la fuite.
Une orque qui a côtoyé tant d'hommes depuis des mois est finalement peu farouche et se laisse amadouer. L'opération de sauvetage de Springer vient de s'enclencher. Une fantastique course contre la montre a commencé. Mais au moment où la civière est mise en place pour hisser Springer hors de l'eau, la petite orque est prise de panique. Elle pousse de petits cris aigus qui inquiètent l'équipe. Chacun va alors tenter de la rassurer afin qu'elle s'immobilise avant d'être hissée sur le bateau. Maintenant que Springer est bien attaché, la péniche se met en position. Tous redoutent les mouvements brusques de l'animal qui pourrait se blesser contre la coque du bateau. Jeff Foster est tellement anxieux qu'il tient absolument à rester près de Springer. Personne n'avait osé rêver que la capture de Springer se passerait aussi bien. La petite orque vient de franchir un pas important. Les scientifiques préparent déjà la suite de l'opération qui va la guider vers ses congénères sauvages. Sous l'eau, nous l'avons caressée et nous avons joué avec elle. On l'a guidée progressivement vers la civière. En fait, quand nous avons passé la corde autour de sa queue, elle ne s'en est même pas rendue compte. Elle n'a même pas réalisé qu'elle était immobilisée. Elle a retrouvé une respiration tout à fait normale. Maintenant, il s'agit de trouver de quoi elle souffre. C'est un bilan de santé complet qu'il va falloir établir. Après la capture, notre premier souci était de prélever un échantillon de sang sur Springer. Avant, il était impossible de procéder à un examen. Imaginez que vous devez établir un diagnostic sur votre chien malade qui court sur la pelouse. Nous n'avions ni sang, ni biopsie, rien. Il fallait prélever rapidement un échantillon de sang pour savoir exactement quelle était la cause de son problème de santé. Il faudra du temps pour analyser le sang de Springer. Mais déjà, les scientifiques peuvent l'observer de plus près. Il est évident que Springer n'a pas connu le développement normal d'une orque de 2 ans. Sa croissance a été contrariée. Le souffle de sa respiration dégage une odeur très forte, acide. Il redoute qu'elle souffre d'un grave problème digestif. Cela pourrait expliquer que son poids et sa taille soient inférieurs à la normale. Ce fut une dure et éprouvante journée pour Springer. Après avoir été prise en charge par Jeff Foster et son équipe, elle a besoin de calme et de solitude. Il serait dramatique que la jeune orque développe une dépendance affective vis-à-vis de ses sauveurs. Il faut que nous nous efforcions de rester loin d'elle. Pour la nourrir, nous utiliserons un tube. Le poisson frais pourra glisser jusqu'à Springer. Un saumon jaillira du tube et tombera dans l'eau. Ainsi, elle n'associera pas la nourriture à l'homme. On ne pourrait rien imaginer de pire que de lui mettre le poisson directement dans la bouche. Les résultats des analyses ne seront connus que dans plusieurs semaines. Les médecins lui interdiront peut-être même de sortir du bassin. Tous les efforts entrepris jusqu'alors ne serviraient à rien. Mais le plus important pour Springer, quoi qu'il arrive, est de reprendre des forces rapidement.
Il y a maintenant un mois que Springer est tenu à l'écart du trafic maritime qui la mettait en danger. Sa santé monopolise toujours toutes les attentions, mais la surveillance s'effectue à distance. Les contacts avec les hommes restent dangereux. Ce qui est intéressant avec ce système de contrôle, c'est que tout peut se faire à distance. Cela permet de diminuer considérablement notre présence autour de l'enclos et elle ne s'habitue pas à l'homme. Springer oublie progressivement la présence des hommes. Mais l'orque est un animal social qui a besoin de contact. Pour éviter que la petite orque encore jeune et joueuse ne sombre dans l'ennui, les scientifiques ont suspendu une bûche au-dessus du bassin. Le centre est devenu une sorte de grand hôtel dévolu à son seul et unique client, Springer. Le plateau repas de la jeune orque est très au point. Springer attend patiemment le poisson vivant qui va jaillir du tube nourricier. Chaque saumon est soigneusement pesé afin de noter si l'hôte de marque a bon appétit. Ce qu'ignore Springer, c'est que ces plats qui frétillent ont été soigneusement pesés et préparés. Pour s'assurer de la guérison de la jeune orque, un antibiotique est instillé dans le ventre de chacun des saumons. La stratégie des scientifiques s'avère payante. Avec l'appétit, Springer retrouve de l'énergie et devient de plus en plus joueuse. Les bonnes nouvelles s'accumulent. Peu à peu, les irritations de sa peau disparaissent. L'odeur très forte de sa respiration s'est progressivement atténuée. Springer, qui paraissait si mélancolique dans le port de Vashon, se porte désormais comme un charme. Nous avons retenu la leçon de Keiko. Il fallait éviter que Springer soit perturbé par ce qui se passe au-dessus de l'eau. Keiko, pendant 20 ans, avait été habitué à répondre aux stimuli qu'il voyait au-dessus de lui dans son bassin. Keiko, à des milliers de kilomètres de là, dans l'Atlantique Nord, porte toujours le lourd héritage de sa captivité. Pourtant, un matin de l'été où Springer fut trouvé dans le Pacifique, au moment où plus personne n'espérait, Keiko a pris sa décision. Il a rejoint un troupeau d'orques qui croisait au large de son enclos. Naomi Rose a longtemps travaillé auprès de Keiko. Elle était présente lorsqu'il a tourné le dos à la captivité et qu'il s'est dirigé vers le grand large. J'étais là lorsque Keiko est parti. J'étais en Islande quand il a décidé que cette fois, il irait rejoindre d'autres orques. Sa curiosité l'a poussé à aller nager avec ses congénères. Keiko a surpris les scientifiques. Comme il doutait de ses facultés à évoluer en pleine mer, il a mis un point d'honneur à parcourir près de 160 km par jour. Depuis son départ des côtes islandaises, des balises reliées à des satellites permettaient de connaître sa position chaque jour. On pouvait le localiser au moins une fois par jour. Dans une certaine mesure, on savait également où il se trouvait grâce aux données du satellite. Il plongeait beaucoup et en profondeur, ce qui signifie qu'il se nourrissait. Keiko allait chercher le meilleur poisson au fond de l'océan. Il se déplaçait à grande vitesse. Keiko, l'orque imprégné par les hommes, venait de tout mettre en œuvre pour réintégrer sa vraie famille. Mais il restait une inconnue. Les orques sauvages voudraient-elles l'accepter? Rien ne permettait de l'affirmer. Pour Springer, sur la côte ouest de l'Amérique du Nord, toutes les conditions semblent à présent réunies pour lancer la phase suivante de l'opération. La famille de Springer vient d'être localisée au Canada. La petite orque est maintenant en pleine forme. La décision est prise. Il est temps pour elle de rejoindre les siens. Pour que son retour s'effectue dans les meilleures conditions, il ne faut pas perdre de temps en route. Alors que le soleil se lève, le bateau qui doit l'amener au Canada apparaît à l'horizon.
Springer doit à nouveau supporter d'être manipulé, ligoté et ôté de son élément. Il doit être très inconfortable pour un cétacé de se retrouver balancé dans les airs, allongé sur une civière. Dans l'idéal, nous pensons que dès qu'elle sera à l'île d'Anson, elle reprendra contact avec sa famille. Springer nagera alors lentement vers le soleil couchant et ce sera une belle fin pour notre histoire. Maintenant débute le dernier chapitre de l'histoire incroyable de Springer. Même si Dave Huff se veut rassurant, rien n'indique que celle-ci se terminera comme un conte de fées. Comme pour Keiko, les doutes persistent. Les orques vont-elles accepter le retour de la petite orpheline parmi elles? Contrairement à Keiko, Springer, qui n'a que 2 ans, ne peut certainement pas survivre seul en pleine mer. Les scientifiques font malgré tout bonne figure. En réalité, ils sont vraiment anxieux. Encore quelques centaines de kilomètres et le destin de la petite orque pourra se jouer. L'île d'Anson est un des paradis de toute la grande nature canadienne. Ici, les baleines à bosse viennent se nourrir dans les mêmes eaux que les orques. Alors que la baleine utilise ses centaines de fanons pour filtrer le krill, plancton dont elle se nourrit, l'orque, qui est équipée de dents, possède un régime alimentaire très varié. Elle se nourrit de tout ce qu'elle croise, calmars, poissons, oiseaux, phoques et tortues. En général, le troupeau entier coopère à la chasse. Cette forte cohésion sociale fait que les individus d'un même groupe sont rarement agressifs entre eux. Mais l'île d'Anson est aussi une maternité pour grands cétacés. Springer est une enfant de ces eaux, la fille de cette nature généreuse et féconde, où doit toujours évoluer sa famille. Nous avons une péniche, une grue, un enclos grillagé et du saumon pour elle, parce qu'elle aura faim. Tout est en place et on pense arriver vers 18h. L'équipage du Catalina Jet prévient les douanes de son arrivée, car l'entrée du bateau dans la baie de Don John est imminente. Comme Keiko en Islande, Springer va séjourner dans un bassin avant d'être relâchée. Alors qu'elle s'approche de sa nouvelle habitation, des membres de l'équipe canadienne viennent à sa rencontre. Il va falloir la préparer à cette nouvelle vie. Clint Wright a organisé cette opération pour l'aquarium de Vancouver. On va arriver, on va rapprocher la grue de la péniche du Catalina Jet et on va la transférer sur un carré de mousse. Une fois qu'elle sera stabilisée avec des cordes, on la conduira vers l'enclos grillagé. On vérifiera que tout va bien et on la mettra dedans. Elle sera alors libre. C'est pas vraiment compliqué. Springer subit une nouvelle fois une succession de manipulations. L'extrême délicatesse des humains semble la rassurer. Elle s'habitue. Elle reste calme. Après avoir été un peu à l'étroit toute la journée, Springer peut retourner nager. Le bassin n'est pas encore la pleine liberté pour elle, mais visiblement, elle n'est pas fâchée d'avoir quitté son caisson à bord du bateau. Regardez.
Elle a passé toute sa vie ici ou quoi? Elle est toute joyeuse. J'ai travaillé avec un grand nombre d'orques, vous savez. J'ai vu beaucoup de bébés, j'ai suivi des tas d'opérations de sauvetage. Mais là, c'est vraiment particulier, c'est vraiment un grand jour. Je ne crois pas que je revivrai cela. Dans les prochains jours, Springer devra décider de son avenir. Il lui faudra choisir entre rester dans ce bassin fermé et sécurisé ou affronter la pleine mer pour rejoindre les siens. Mais se souvient-elle seulement de cette vie-là? Après des mois passés plus au sud, saura-t-elle se faire accepter des orques qui nagent ici? En Norvège, les orques sont des créatures sociales très complexes. Il est apparu que les orques venus d'ailleurs ne sont pas automatiquement acceptés par les membres d'un clan. Keiko est arrivé dans ces eaux après une errance d'1 mois dans l'Atlantique. Ce qui est certain, c'est qu'il ne fait plus partie du troupeau qu'il avait décidé de suivre à son départ d'Islande. L'orque la plus célèbre du monde a dû s'ennuyer. Alors Keiko a renoncé à la vie sauvage pour réapparaître dans un petit village de pêcheurs. Apparemment, il a suivi un bateau de pêche qui rentrait au port. Les habitants ont immédiatement reconnu Keiko, la fameuse orque qui évidemment ne passe jamais inaperçue. Comme pour toute star de cinéma, l'arrivée de Keiko est un événement. Les photographes accourent et la foule veut le voir de plus près. Les personnes qui connaissent le mieux Keiko sont venues à sa rescousse. Les scientifiques ont suivi son parcours pendant tout l'été. Ils sont venus en Norvège pour ramener un peu le calme autour de lui. Le constat est positif. Keiko est en bonne santé, mais il a besoin d'aide. Je suis convaincue qu'il était seul. Par nature, c'est un animal tellement social. Je pense qu'il était seul et je ne suis pas surprise qu'il soit revenu vers l'homme. Pendant quasiment toute sa vie, Keiko a compté sur l'homme pour survivre, qu'il soit dans son aquarium de Mexico, dans celui de l'Oregon ou dans son enclos en Islande. Il ne semble vraiment plus chercher l'amitié de ses congénères. Et apparemment, ceux-ci ne veulent pas de lui non plus. Il est possible que le lien qu'il a tissé avec l'homme soit plus fort que celui qu'il a conservé avec ceux de son espèce. Peut-être faudra-t-il songer à une situation de semi-captivité qu'il semble rechercher lui-même. Cela fera de lui une orque unique, mi-sauvage, mi-domestique, libre d'aller et venir, mais dépendant de l'homme. Voilà comment on peut envisager les choses. Honnêtement, je n'en sais rien. Prenons maintenant les choses au jour le jour. Nous verrons bien. En revanche, l'espoir pour Springer au Canada reste intact. Car si Keiko était loin de chez lui pendant plus de 2 décennies, Springer, de son côté, nageait dans les eaux canadiennes il y a 1 an à peine. C'est peut-être ce qui fera toute la différence. Pour augmenter les chances de réinsertion de Springer, il faut retrouver sa vraie famille, quelque part autour de l'île d'Henson. Laurence Barré-Léonard est un biologiste canadien. Il est spécialiste des cétacés et étudie ici 2 groupes spécifiques d'orques. Dans chacun d'eux se trouvent des parents de Springer. Laurence Barré-Léonard sait comment identifier les orques d'après leur taille, leur nageoire caudale ou la forme de leur nageoire dorsale. De son bateau, il observe régulièrement les 2 groupes. C'est une bonne chose qu'ils nagent ensemble. S'ils passaient par exemple près de l'enclos grillagé en ce moment, nous pourrions la relâcher au milieu des 2 groupes. Mais les orques n'ont pas entendu Laurence Barré-Léonard. Elles s'éloignent dans la direction opposée à celle de l'enclos de Springer. Elles sont maintenant à 6 ou 7 km de la petite orque. Les chercheurs vont devoir rester vigilants. Il y a maintenant des signes qui laissent penser que Springer attend d'être relâché. S'ils viennent par ici, il nous faudra encore évaluer à chaque instant si toutes les conditions sont optimales pour la relâcher. Nous ne pouvons pas prendre cette décision tant que tout ne sera pas parfaitement en place. Les vétérinaires viennent de dire qu'elle est en bonne santé et nous avons leur feu vert.
On est tous très optimistes et on pense qu'on va la relâcher. Peut-être pas dans les heures à venir, mais dans les prochains jours. Le fait que son clan nage à proximité et se rapproche est très encourageant. Hello, John, it's Clint. No news, I assume. Oh, they're not as far as we are anyway. We're just progressing west here to see where they're at. Okay, thanks. Pour savoir si Springer sera accepté par sa nouvelle famille, on lui attache des balises sur le dos qui permettent de suivre tous ses déplacements. Je les ai construites spécialement. Vous voyez les petits espaces sous les ventouses de la balise. Une fois dans l'eau, il se plaque sur le dos. Springer ne sentira rien, il pourra nager comme les autres. Le signal surgit de la radio bien plus tôt que prévu. Cela peut signifier une libération immédiate de Springer. On vient de nous annoncer que les orques se rapprochaient. On va lever le filet de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau et on va lui mettre les balises. On sera prêt à la relâcher si l'occasion se présente. Il faut que nous procédions ainsi pour l'équiper. D'abord, emmener Springer dans un angle du bassin, relever légèrement le filet, poser délicatement les balises, rabaisser le filet au fond de l'eau de façon à ce qu'elle puisse sortir. Après, ce sera à elle de jouer. Tous les hommes équipés plongent alors dans l'enclos. Ils préparent Springer avant son grand départ. Heureusement, pendant ce temps, l'attention de Springer est détournée. Avec si peu d'eau dans le bassin, elle n'a aucun mal à se trouver un dernier saumon captif. Trois balises sont placées sur Springer. Ces balises n'ont pas une durée de vie infinie, mais suffisante pour savoir si, oui ou non, elle aura réussi à se faufiler au cœur d'une famille. Il faudra peut-être des jours, voire des semaines, pour que ce groupe la reconnaisse et l'accepte, à supposer qu'il l'adopte un jour. John, it's Dave Huff. Were you calling? Les appels du bateau se font plus pressants. Les congénères de Springer se rapprochent. On devrait voir les orques à leur prochaine remontée à la surface. Je viens de les voir. Et les balises? Les trois sont en place. Si elle devient très nerveuse, ne la retenez pas. Laissez-la sortir tout de suite. Elle commence à se débattre. D'accord. Le temps presse et la nervosité de l'équipe est à son comble. Pour Springer, cette chance ne se reproduira peut-être jamais. John, Clint voudrait savoir quel est le problème. Ne voulait-on pas qu'elle retrouve ce groupe en particulier? Je t'ai entendu, mais nous ne voulons pas la relâcher avant d'être sûrs de l'attitude des autres. Si c'est celui-là le meilleur groupe, d'accord. Jeff disait que si votre idée était de la relâcher dans ce groupe, elle montre effectivement des signes d'impatience. Mais c'est peut-être seulement parce qu'elle se sent prisonnière. Elle chante. Springer chante car elle perçoit la présence des autres orques. Elle les appelle. Répondez-moi clairement, on la relâche, oui ou non? Clint veut une réponse précise. Ils sont d'accord pour la relâcher? Bonne question. Bien, baissez le filet et ouvrez-le. C'est bon? Baissez le filet et ouvrez-le. L'équipe guide alors Springer vers les portes de l'océan. Bonne chance, petite. C'est bon,
Elle est partie. Allez, ma chérie, vas-y. Toutes mes félicitations, Jeff. C'est génial. Tu dois te sentir mieux. Tu la suivais depuis quand? 1 mois. 1 mois et 1 jour. Le filet est ouvert. Elle est partie, mais on ne l'a pas encore vu remonter à la surface. On dirait qu'elle fonce droit devant elle. Tu la vois? La voilà. Il saute toujours dans la dernière vague. Les autres orques ont changé de cap et se dirigent vers le large et essaient peut-être de les suivre. Yeah, she's right off that point. Yeah. I got signal on 754. Still same distance out, heading to the left. L'équipe scrute les eaux de l'île d'Enson. L'anxiété succède à la joie. Le groupe d'orques qui nageait si près a changé de direction. Springer ne les suit pas. La petite orque orpheline est de nouveau seule. Le lendemain, Springer s'est mise à explorer la baie. Elle décrit des cercles à proximité du point où elle a été relâchée. Elle s'est de nouveau mise en danger. Le conte de fées souhaité par ses anges gardiens ne s'est pas encore produit. Pour l'instant, on dirait qu'elle préfère explorer ou peut-être jouer avec les vieux morceaux de bois qui flottent qu'avec ses congénères. Pendant les quelques jours à venir, on va se contenter d'observer comment la situation évolue au fil des heures. Chaque déplacement de Springer est soigneusement suivi. Paul Spong est un habitant de l'île d'Enson. Il est biologiste. Il a voué sa vie aux orques de la région. Il s'est spécialisé dans l'étude de leur mode de communication. Quand les 3 balises de Springer seront en bout de course, les micros sous-marins de Paul Spong pourront retrouver la trace de Springer. Pour Springer, l'apprentissage de la liberté se fera grâce à ses congénères. Le chant des orques, que Paul Spong et sa femme écoutent inlassablement, permettra peut-être de savoir si Springer a été accepté par ses semblables. En Norvège, le sort de Keiko est moins certain. Non, il n'est décidément pas désireux de retrouver sa pleine liberté. Il n'est pas prêt pour être totalement libre, et il ne le sera peut-être jamais. Il devient de plus en plus évident que Keiko ne quittera pas son fjord adoptif de son propre gré. Puisqu'il veut son fjord, autant lui donner le maximum de tranquillité et de sécurité. La décision est prise de le conduire un peu plus loin, le long de la côte norvégienne, là où il sera plus tranquille. On a toujours su que le chemin serait long avant qu'il ne redevienne totalement sauvage. Mais déjà, le simple fait qu'il soit vivant, qu'il soit en bonne santé, qu'il nage dans les eaux où il est né, c'est déjà fantastique et ça me rend tellement heureuse. S'il ne veut pas sortir du fjord comme dans Sauver Willy, moi, ça me va. Au Canada, l'histoire de Springer se termine comme tout le monde l'espérait. Au moment où l'espoir commençait à faiblir, non seulement la petite orque a décidé de se tenir à distance des bateaux, mais elle a également été adoptée par un groupe d'orques qui vit près de l'endroit où elle a été relâchée. Les scientifiques ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. Mais finalement, ce sont les orques qui ont décidé du lieu et du moment où elles sauveraient l'une des leurs. Elles ont écrit le mot fin sur le conte de fées. Depuis leur maison laboratoire de l'île d'Enson, Paul et Helena Spong sont toujours à l'affût du moindre écho venu des orques. Les 3 balises de Springer sont arrivées à la fin de leur vie, mais les micros de Paul et Helena transmettent les conversations d'une grande famille. La petite voix de Springer, ou A73, se fait entendre parmi celles des anciennes orques du groupe. En ce moment, elle cherche de la nourriture. Et je peux vous assurer que A73 est bien parmi elles. Je la reconnais facilement parce que son cri est vraiment caractéristique. Pour la jeune orque, cet été aurait pu marquer la frontière entre la vie et la mort.
cela aurait pu être la mort, si tant de personnes dévouées ne s'étaient pas mobilisées pour elle. C'est au cours de ce même été, dans le fjord d'un autre océan, qu'une orque nommée Keiko a refusé pour elle-même ce rêve, cette nouvelle vie sauvage. Keiko, plus âgée, ne pouvait se détacher des hommes, mais son expérience a permis à une petite orpheline de retrouver sa vraie famille. Springer a peut-être finalement retrouvé la liberté pour deux.